Moi, je vous propose de commencer, Séverine. Alors déjà, Séverine, je vous dis un grand merci parce que vous avez accepté effectivement de participer à ce talk, voilà. Et c'est pas rien, voilà, de se mettre en scène et de répondre aux questions. Donc déjà, un très grand merci à vous. Ce que je vous propose, Séverine, c'est en fait, dans un premier temps, de vous présenter, tout simplement, voilà, et de dire d'où vous venez et surtout vos expériences professionnelles qui vont être riches certainement en enseignement et nous permettre effectivement voilà, de nous enrichir et de profiter de cette belle carrière professionnelle qui est loin d'être finie d'ailleurs. Voilà. Je vous laisse la parole. C'est sûr. Donc déjà, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Voilà, alors c'est la première fois que je fais l'exercice, donc on va voir ce que ça donne. Ça va bien se passer. Euh, Moi, ça fait quelques années que je suis dans les achats. J'ai commencé par des achats très opérationnels pour des sociétés comme Air Liquide et puis dans le groupe Suez également. Achats à l'international, supply chain, logistique. Et ensuite, j'ai créé des directions des achats. Euh, donc, j'ai d'abord créé une direction des achats au sein du groupe IDEX, donc c'est de la maintenance multitechnique, dans un environnement multisite, à l'époque un groupe familial, enfin voilà, des choses intéressantes. J'ai rejoint ensuite un groupe qui s'appelle OGF pour y créer la direction des achats industriels et m'occuper également du projet de réorganisation industrielle. Voilà, tout en faisant un executive MBA, ce qui était intéressant. Ah d'accord. Et par, et par la suite, j'ai travaillé dans l'aéronautique, comme vous, Jean, Oui. pendant quelques temps, dans une société de mécanique de précision, dans laquelle je suis d'abord occupée des achats, de la logistique, des systèmes d'information et de la qualité. Et ensuite, j'ai pris la direction de ce groupe. Voilà, et j'ai rejoint ensuite la Compagnie des Alpes, qui fait toujours rêver puisque c'est un groupe qui gère des parcs de loisirs et des domaines skiables. Donc c'est quand même un domaine plutôt agréable dans lequel j'ai créé également la direction des achats groupe avec comme enjeu de mutualiser et avec beaucoup de projets puisque je me suis également occupée des systèmes d'information groupe, donc tout ce qui était finance, achat, mais également RH et billetterie dans un groupe comme la Compagnie des Alpes. La billetterie, c'est important puisque c'est ce qui génère le chiffre d'affaires. Et puis j'ai rejoint la région Île-de-France. Alors j'ai fait un peu de conseil et de management de transition et ensuite j'ai rejoint la région Île-de-France, donc autrement nommé le Conseil régional d'Île-de-France, pour y développer la direction des achats qui était déjà créée mais qui avait besoin d'un nouvel élan. Voilà, donc avec des achats très diversifiés, 1 milliard d'euros, à la fois sur des achats de construction, puisque c'est toute la gestion des lycées de la région, mais également les denrées alimentaires, beaucoup de prestations intellectuelles, des systèmes d'information, puisqu'il y a une grosse digitalisation de la région. Et puis tout cela au service des politiques publiques et puis bien sûr des franciliens. Voilà, un Parfait, petit merci. Et vous résumé. avez, oui, c'est quel parcours, je dirais. Et vous avez oublié juste une petite ligne, c'est-à-dire que nous, on a la chance et le privilège de vous avoir comme intervenante à De Vinci Executive Education et à nouveau, je vous en remercie. Voilà. Bah, Voilà. merci aussi pour cette opportunité et qui est vraiment intéressante. J'ai découvert des gens vraiment très intéressants et très intéressés, donc c'était cool. Oui. Bon, merci. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez. On va commencer quasiment par la sémantique, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer de détourer en fait quel est le périmètre finalement de l'acheteur projet, dans quelle organisation peut-il intervenir effectivement, et quelle est véritablement quelles sont ses interactions, pardon, c'est-à-dire vraiment essayer de comprendre. On part de la base, entre guillemets, hein, voilà. En tout cas, on établit le socle et les fondations, puis après on ira voyager dans d'autres domaines d'interaction. Mais déjà, qu'est-ce qu'un acheteur projet en fait dans une organisation achat? Et voilà, j'ai aucun doute sur le fait que vous puissiez nous dire ce que c'est vu toutes vos expériences. Bah, l'acheteur projet, c'est un acheteur qui va être dédié à des projets complexes. Déjà, ça c'est la première chose. Donc ça peut être des projets aussi bien de construction que digitalisation et qui va faire l'interface entre toutes les parties prenantes
de l'organisation du projet. J'entends par là à la fois le client interne, ce qui est prioritaire, il va être amené à travailler avec toutes les autres fonctions support, type juridique, financière, etc. Et il va faire en sorte de faire avancer le projet tout au long de sa vie, c'est-à-dire à la fois dans l'identification du besoin, parce que bien sûr le client interne a toujours un besoin, un premier cahier des charges, mais l'idée ça va être quand même de faire matcher ce cahier des charges avec le marché fournisseur et d'accompagner en fait le client interne sur son besoin, sur l'expression de son besoin tout au long de la préparation. Il va ensuite lancer la consultation, mais tout ça avec préalablement un planning qui aura été établi, pareil avec l'ensemble des parties prenantes. Mais l'idée, c'est toujours que il garde ce leadership qui lui permet d'emmener à la fois son client interne et puis ses fournisseurs de l'autre côté. Voilà, c'est la première étape de l'acheteur projet. Donc c'est un acheteur qui doit avoir du leadership, du charisme, en tout cas qui doit faire en sorte de mettre de l'huile dans les rouages. Alors voilà, donc j'allais justement relever ça et j'allais justement vous poser des questions. Quelles sont les qualités effectivement nécessaires pour être effectivement acheteur projet? Donc vous dites leadership. J'ai aussi retenu une forte fonction d'interface finalement et quelque part entre le prescripteur, les autres directions et puis finalement quelque part le chef de projet aussi, hein, voilà. Donc, peut-être aussi des qualités, je dirais, voilà, de communication, d'interfaçage, de synthèse. Voilà, je vous laisse prendre la parole. Oui, il y a toute la partie communication, ça c'est évident, mais je dirais que aujourd'hui, quel que soit le type d'acheteur, il doit être capable de communiquer avec ses parties prenantes. Donc la communication, c'est très important, mais au-delà de la communication, c'est vraiment ce côté facilitateur qu'il faut avoir et qui paraît très important parce qu'en fait, l'acheteur ne doit pas être un passage obligé, il doit vraiment être un facilitateur et ça, c'est très important, je pense, dans le rôle d'acheteur projet. C'est à la fois des qualités de leadership, de communication, de facilitateur et de compréhension du besoin du client interne. C'est-à-dire qu'il doit être en capacité de comprendre un cahier des charges. Alors, bien entendu, il ne va pas remplacer le client interne. Il n'est pas du tout question que ce soit lui qui écrive le cahier des charges. Mais par contre, il doit s'intéresser, il doit comprendre le besoin. Et au-delà même du besoin, il doit comprendre le contexte. Donc, il doit avoir à la fois une vision stratégique, mais du pragmatisme aussi. Donc, voilà, c'est un mouton à 5 pattes, quoi. C'est ça, voilà, tout à fait. C'était Voire ce à que j'étais en 6. train de me dire. Ça fait, voilà, donc ça, c'est en fait, alors on reste dans l'environnement, je dirais, un petit peu académique et puis enseignant. Est-ce qu'effectivement, on peut finalement créer, entre guillemets, et j'utilise à escient, je dirais, ce terme-là, des acheteurs projets sortis de nos formations, ou est-ce qu'effectivement, il faut avoir, entre guillemets, un peu de bouteille, peut-être dans le métier dans lequel, effectivement, l'acheteur projet va opérer, pour être complètement, je dirais, opérationnel, en l'occurrence facilitateur, ça veut dire qu'effectivement, il a des soft skills qui correspondent effectivement à cette capacité de rentrer en interaction et d'être apporteur de valeur ajoutée au fond, hein, quelque part, parce que facilitateur, c'est ça. Et est-ce que ce côté compréhension du besoin interne dont vous parliez tout à l'heure nécessite une connaissance en fait du secteur dans lequel il opère? Voilà, ce sont deux questions. Je pense qu'il faut avoir de la curiosité. On ne peut pas demander à quelqu'un qui sort de l'école de tout connaître sur tout, ça serait utopique et un peu décourageant aussi quelque part. Donc en fait, il faut avoir de la curiosité. Demain, je ne sais pas, sur un super gros projet d'ingénierie, je peux vous parler de l'ingénierie parce que j'en ai fait pas mal de temps, donc c'est quelque chose que je connais.
Moi, je travaillais sur les stations de traitement d'eau. Hum, Je ne suis pas ingénieure. hum, J'ai une formation à la base qui était du commerce international. Donc, j'étais pas forcément la plus aguerrie en termes de traitement d'eau. Mais à partir hum. du moment où on s'intéresse au milieu dans lequel évolue sa société et qu'on est capable de s'intéresser à ce que font les services techniques, etc., ou dans d'autres domaines, informatiques, forcément, on a cette curiosité, on a cette compréhension du besoin, et à partir du moment où on a la compréhension du besoin, on peut accompagner, on peut devenir acheteur projet. Mais il faut D'accord, avoir cette curiosité avant tout. C'est vraiment important d'avoir ce côté curieux et je veux comprendre le besoin de mon client interne. Parce que si on ne comprend pas le besoin, comment peut-on faire du sourcing et trouver les bons fournisseurs? tout à fait. Alors, C'est oui, je vous en prie. Non, non, mais c'est un peu je dirais, c'est un peu l'obligation, entre guillemets, c'est s'intéresser, d'être curieux pour mettre en face, en fait, pour faire un bon matching derrière entre le besoin et le marché fournisseur. Tout à fait. Alors, je vais vous parler de moi, mais c'est pas parce que c'est moi, hein, ça n'a aucune importance. C'est parce que j'étais acheteur projet, donc je suis passé par cette case-là, effectivement. Dans l'environnement dans lequel je travaillais, en fait, le titre était d'ailleurs assez révélateur puisque ça s'appelait, on était PPM, Purchasing Program Manager, et dans Purchasing Program Manager, il y a Program Manager, en fait. Sachant qu'avant je l'étais, je me suis rendu compte en exerçant cette fonction-là, effectivement, que justement la notion de chef de projet, c'est-à-dire gérer l'aspect multilatéral, facilitateur avec effectivement toutes les personnes avec qui on travaillait, apporteur de valeur ajoutée, etc., était assez fondamental en fait, hein. Voilà. Alors, Et pour juste apporteur de solutions. Enfin, au-delà de absolument. ça, il faut que je cache mes Voilà. mains parce que sinon on va avoir tout mes mains. Si, si, Mais vous pouvez les apporteur, voir, on peut les voir, ça va très je bien. vais les mettre sur la table. Mais apporteur de solutions, en fait, ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire que quand on est sur un programme ou quand on est sur un projet, on doit apporter aussi des solutions. On doit montrer que les achats, c'est pas juste une question de négociation, mais c'est aussi apporter des solutions. Ça veut dire qu'on va aller dans le sourcing chercher aussi des fournisseurs qui sont capables de répondre aux besoins et peut-être de façon différente. Donc, il y a un petit côté innovation aussi qui va rentrer en ligne de compte parce on va peut-être trouver des fournisseurs qui vont répondre aux besoins d'une manière différente de celle qui avait été imaginée au départ. Absolument. Donc vous me tendez une autre perche là, effectivement, sur finalement la pertinence, je dirais, de la fonction achat. Est-ce que l'acheteur projet n'est pas aussi finalement quelque part un vecteur pour, allez, on va dire, évangéliser certaines fonctions et pour dire, bah, écoutez, on est capable de faire bien, voire mieux, voire être innovant et en plus être performant économiquement. Qu'est-ce que vous pensez de, de ça éventuellement? Bah, oui, l'acheteur, enfin, on a toujours besoin de toute manière d'évangéliser dans nos entreprises ou dans nos organisations. On sait que la fonction achat, même si elle a acquis beaucoup de maturité dans un certain nombre d'entités, a toujours des pas à gagner et à bien expliquer qu'on n'est pas juste pour être le dernier maillon de la chaîne dans l'acte d'achat, mais que plus on est en amont et plus on apportera justement de valeur ajoutée. Donc, l'acheteur projet, il est là pour être au sein de l'équipe projet et par son rôle de facilitateur, d'apporteur de solutions, d'innovation, il va forcément donner de la crédibilité à la fonction achat de manière générale. Et donc, son rôle est un rôle d'ambassadeur aussi, hein. Tout à fait, absolument. Alors, vous avez prononcé deux mots, effectivement, crédibilité. Eh bien, ça revient effectivement à porter la fonction achat, mais amont. Et ça, je pense que c'est vraiment critique et fondamental dans le sens où, effectivement, s'il y a une organisation qui autorise ou qui met en place plutôt des acheteurs projets, eh bien, c'est pour permettre aussi, effectivement, d'aller le plus amont possible dans le processus achat. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, parce que ça reste effectivement pour moi un des fondements de la pertinence et d'une bonne fonction achat, je dirais. Je dirais que c'est dans l'apport de la valeur ajoutée de la fonction achat.
plus on est en amont, plus on va pouvoir apporter de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée de la fonction achat, c'est pas la négociation des 3% à la fin, même s'il faut la faire, hein, ça c'est pas, je ne dis pas qu'il faut pas la faire, mais plus on est en amont, plus on va être intégré au groupe projet ou plus on va être intégré à l'achat de manière générale, plus on a des chances déjà de bien connaître le cahier des charges, de bien comprendre le cahier des charges. Et donc, en face, de trouver des fournisseurs qui vont être capables de répondre, voire même d'apporter d'autres solutions que celles qui avaient été envisagées, ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, ça, c'est, pour moi, c'est fondamental que l'acheteur marque à la culotte, entre guillemets, ses clients internes et qu'ils les connaissent. Et parce que c'est aussi dans la relation qu'on a avec ses clients internes que l'on développe la valeur ajoutée des achats. C'est-à-dire qu'il y a une confiance qui va se mettre en place à partir du moment où on est partie prenante aussi du projet. Et donc l'acte d'achat, c'est pas juste le domaine de l'acheteur, mais c'est le domaine d'une équipe. Et donc c'est vraiment important que l'acheteur soit vraiment présent dès le départ, qu'il comprenne la jeunesse du projet, qu'il comprenne pourquoi on a ce besoin. Et plus il sera dans cette osmose avec son client interne, plus il a des chances d'apporter des solutions, d'être reconnu déjà dans sa fonction, dans ce qu'il apporte, et ne pas être là juste pour faire les 3% de la fin. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement un danger que j'ai vécu à titre personnel, hein, c'est pour ça que je peux en parler, je dirais de trop grande collaboration finalement avec son prescripteur, dans le sens où il peut y avoir, je dirais, une proximité qui est contre-productif par rapport aux achats. En l'occurrence, être trop proche de son prescripteur, c'est effectivement accepter des suggestions de sa part et ne pas avoir, je dirais, des solutions qui peuvent être challenging ou décapantes, entre guillemets, par rapport à notre prescripteur. Bah, c'est un peu c'est la difficulté, mais en même temps, il faut que chacun reste dans son rôle. Hein. C'est c'est un peu le côté schizophrène peut-être de l'acheteur, c'est que d'un côté, il doit être proche de son client interne pour bien comprendre son besoin et pour bien fonctionner avec lui et avoir cette bonne relation. Et en même temps, il ne doit pas se laisser marcher sur les pieds et il doit faire son boulot d'acheteur. Donc, il y a toujours cette difficulté, mais honnêtement, c'est quand même beaucoup plus simple de travailler quand on a une bonne relation avec son client interne, quand on comprend bien le besoin, plutôt que d'arriver juste à la fin comme un cheveu sur la soupe pour aller faire la négociation d'un projet qu'on n'a pas, dont on comprend pas bien le périmètre et sur lequel en fait déjà tout le monde s'est mis d'accord, les fournisseurs, le prescripteur et à la fin on vient juste pour faire une petite négo pour le plaisir. Donc moi je reste quand même assez partisane d'être proche du client interne et maintenir un peu des garde-fous, c'est-à-dire que chacun garde son rôle, c'est-à-dire que l'acheteur, il doit lancer les consultations, il doit être là pour toutes les négociations. C'est lui aussi qui doit fixer les objectifs de négociation avec son client interne, mais quand on a une négociation à faire avec les fournisseurs, les objectifs, ils doivent être communs et partagés. Ça ne doit pas être un joyeux feu d'artifice le jour de la négociation. Parce que là aussi, ça, c'est le rôle de l'acheteur. Et pour le coup, de l'acheteur projet, c'est d'avoir fixé les bornes de la négociation, par exemple, qu'elles soient d'ailleurs aussi bien techniques que financières, mais d'avoir fixé les bornes en se disant, ben, voilà, nous, notre objectif, c'est ça. On est capable peut-être de rétrograder un petit peu, mais on a ça. Est-ce que tout le monde est bien d'accord sur ces objectifs et est-ce qu'on va parler d'une seule voix aussi vis-à-vis des fournisseurs? D'accord, très bien. Ok, c'est très très clair. Alors, sur le, avant d'arriver aux enjeux qui seront effectivement importants, est-ce que vous pensez, vous qui avez mis en place différentes structures de direction, achat, etc., que toute entreprise peut accepter ou
peut être à même, je dirais, de voir des acheteurs projets naître chez elle, ou est-ce qu'il y a des conditions préalables, effectivement, qui seraient déjà à préétablir avant de mettre une organisation avec des acheteurs projets? Je pense que ça dépend aussi des tailles de structure. Hum, Des tailles de structure et de. Alors, à un moment, un acheteur, dans une plus petite structure, un acheteur peut devenir acheteur projet à un moment ponctuel parce qu'il y a un nouveau projet, que ça a de l'importance, c'est de la transformation, etc. Donc, il y a un accompagnement spécifique hum, sur certains sujets. Mais les acheteurs projets, on va plutôt les trouver dans des organisations, on va dire, d'une certaine taille, parce hum. qu'il faut pouvoir, entre guillemets, les amortir aussi. Oui, Euh, c'est juste un petit détail. oui. Et puis, euh, attention, l'acheteur projet, il va peut-être pas être que sur un seul projet. Hum, Il peut avoir plusieurs projets à gérer, enfin plusieurs projets à gérer. C'est notamment le cas dans les sociétés d'ingénierie. Ça peut être le cas aussi dans l'aéronautique, c'est-à-dire que on est acheteur projet, mais sur plusieurs projets en même temps. Donc, il faut être aussi en capacité de gérer plusieurs projets. Alors, euh, il y a, on retrouve quand même des acheteurs projets beaucoup dans des organisations matricielles. oui. Et je pense, enfin, de ce que j'en ai vu en tout cas dans mon expérience professionnelle, c'est à la fois des acheteurs dans des domaines d'ingénierie, enfin, dans tout ce qui est numérique, digitalisation informatique, gros projets informatiques, parce Hum. que ça suppose aussi euh, une, un accompagnement et une transformation dans les organisations. Et ça, l'acheteur aussi peut trouver sa place dans ce rôle d'accompagnement au changement. Tout à fait, absolument. Alors, voilà, je voulais présenter une planche que j'arrive pas à présenter, mais j'en parlerai tout à l'heure, qui présente en fait les économies réalisables selon le stade d'intervention dans le cycle de vie d'un produit. En l'occurrence, on a une performance achat qui s'accroît en fonction du fait que l'on met, je dirais, la population d'acheteurs de plus en plus en amont, en fait, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, si on reste sur les TNCs, enfin, la négo, je dirais, on est plutôt sur l'ordre de 3 à 5%, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, effectivement. Et Ouais, quand vous on êtes plus remonte ambitieux dans, que moi. Moi, j'étais sur 3, donc on arrive à faire 5. voilà, on arrive à faire 5, mais vraiment en tapant vraiment fort sur la tête du fournisseur, voilà. Et lorsqu'effectivement on met les acheteurs en bid, hein, tout simplement, au-delà du développement en fait, effectivement, et on arrive à aller chercher plutôt des coévités, parce qu'on ne peut pas dire que c'est effectivement voilà, du gain, du saving direct qui est de l'ordre de 15 à 20, 20, 25%. Alors je cite un schéma là en fait qu'avait fait une ex-directrice des achats de Thales, effectivement, qui est partie à la RTP après et qui était en fait pour défendre cet effet justement de gain bien supérieur lorsque les acheteurs sont amont et bien entendu diminution des risques aussi. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure quelque chose d'important, c'est-à-dire les financer. C'est-à-dire que est-ce que dans le cadre de ce genre d'organisation, en fait, les acheteurs amont sont finalement autofinancés quelque part, hein, voilà, d'une manière ou d'une autre, la fonction achat est financée par elle-même, c'est-à-dire par les gains qu'elle fait et non pas par les affaires. Alors, on peut faire le calcul comme ça. Ça reste un peu théorique, mais on peut Mhm. effectivement trouver. En tout cas, mais le schéma le montre. Enfin, le schéma que vous présentez le montre, c'est-à-dire que si on prend un grand projet d'ingénierie ou un grand programme dans l'aéronautique ou un gros projet de digitalisation, euh, on sait ce qui va coûter. Et on se dit, bah, si on met un acheteur dédié, on connaît le coût d'un acheteur. Voilà. Est-ce qu'on est capable, voilà, est-ce qu'on amortit entre guillemets l'acheteur? C'est pas très joli parce que c'est pas un Non, produit, mais il faut dire ce qui est quand même. Enfin. mais ça fait aussi partie des besoins. En tout cas, je pense que le fait d'avoir un acheteur projet sur des projets de systèmes d'information, d'ingénierie, d'aéronautique, enfin, que sais-je, il y en a plein, ça peut être des acheteurs travaux, enfin, il y a vraiment des gros projets qui justifient vraiment d'avoir des gens dédiés parce que l'intérêt aussi, c'est qu'ils connaissent l'ensemble du contexte du projet.
Donc, ils découvrent pas à chaque fois, si on saucissonne le projet avec différents acheteurs, à chaque fois, il va falloir réexpliquer le contexte du projet. Et tout ça fait qu'on a une espèce de perte en ligne. Et ça, on le retrouvera pas forcément dans le schéma inverse qu'on montrait tout à l'heure, mais il y a quand même une maturité de l'acheteur projet quand il travaille sur l'ensemble du projet qui est très importante et qui permet vraiment de faire du gain. Et puis, il y a une implication aussi de l'acheteur projet dans le projet euh, qui est très importante. Oui, il faut qu'effectivement, je pense, l'acheteur projet s'approprie effectivement le projet, s'approprie le domaine d'activité, s'approprie effectivement, en fait, tout simplement l'ensemble et voilà, l'écosystème dans lequel fonctionne le projet, hein, effectivement. Voilà. Mm. Il y avait une vieille habitude dans la société dans laquelle je travaillais qui était effectivement de prendre des personnes qui étaient en fait dans le monde du développement, ou des prescripteurs, hein, d'ingénierie justement, de les débrancher, je dirais, de l'ingénierie, sachant qu'ils avaient effectivement un profil un peu commercial, ou en tout cas, voilà, qui tournait Ouais. autour du monde de l'entrepreneuriat, pour aller les mettre dans le monde des acheteurs projets, en leur donnant une formation, hein, voilà. Et ça permettait en fait d'avoir des personnes qui étaient bien entendu en forte adhésion ou appropriation par rapport au produit, puisqu'en fait ils en venaient d'une manière ou d'une autre, et ils transformaient en fait cette passion-là finalement quelque part, hein, dans le monde achat pour aller chercher voilà, un panel fournisseur qui était tout à fait cohérent. Bon. Mm. Après, ça a été, je dirais, plus ou moins abandonné parce que il manquait en fait de personnes pour aller dans le monde des acheteurs projets. Mais en parallèle, il y avait une autre possibilité aussi, c'était tout simplement d'aller dans le monde des acheteurs famille, catégorie, ou voilà, pour avoir une autre casquette. Voilà. Mm. Quels sont les écueils que vous voyez sur la fonction d'un acheteur projet? Où est-ce qu'entre guillemets il peut se planter? Voilà, c'est toujours intéressant de savoir parce que ça permet effectivement de corriger et puis de se dire, tiens, je peux y aller ou je peux ne pas y aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, l'écueil, le principal, en fait, c'est celui que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire je suis trop collée à mon client interne et donc je fais moins mon job d'acheteur. Je vais complètement adhérer à tout ce qui peut m'être dit et je challenge pas, entre guillemets, mon client interne. Donc, enfin, le besoin de mon client interne, plus précisément. Donc ça peut être un écueil. Après, l'écueil, c'est de se confondre aussi avec le chef de projet. Absolument. Euh, et donc, ça peut intéresser un certain nombre de chefs de projet qui se disent, tiens, il y a quelqu'un d'autre qui va faire mon job, c'est plutôt sympa. Donc ça, il faut pas le perdre de vue. Ça fait partie des écueils qu'on peut avoir. Et puis après, le jour où il y a un problème de planning, de budget, etc., bon, on saura dire de la faute de qui c'est. Voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'il faut accompagner le projet, mais à un moment, il y a un chef de projet et on ne peut pas, en tant qu'acheteur, le remplacer. Voilà, il ne faut pas confondre les rôles. Et on en revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que il faut aussi que dans une équipe projet, le rôle de chacun soit quand même défini. Et qui prend le lead à quel moment sur les différents sujets. Alors en effet, ça peut être une difficulté dans le sens où effectivement, souvent, enfin, dans une structure non établie, on met un acheteur projet. Les rôles et les fonctions sont pas forcément définis, le fameux tableau RACI, hein, voilà. Hum, Et parfois, il y en a certains qui prennent le rôle d'autres ou qui abandonnent des rôles qui ne les intéressent pas alors que c'est dans leur fonction. Donc effectivement, je pense qu'il y a une cohérence à maintenir d'un point de vue de la big team, hein, ce qu'on appelle la big team, l'équipe projet, hum, qui permet de répartir les rôles. Alors, je me permets de faire appel à votre casquette de recruteuse, hein, voilà, hum. lorsque vous recrutiez et lorsque vous allez recruter des acheteurs projets, vous leur demandez quoi finalement? Alors, j'ai noté curiosité, facilitateur, j'ai noté compréhension, bien entendu, du besoin interne, mais d'une manière générale de l'organisation dans laquelle ils sont.
Voilà, quel est le profil type, le meilleur profil pour vous? Voilà, demain matin, vous avez à recruter effectivement voilà, un acheteur projet pour un projet d'ingénierie, justement. Voilà. Qu'est-ce que vous allez lui demander et comment vous allez voilà, Le allez challenger. le détecter? Oui. Bah, il y a de l'enthousiasme, il y a de la Ouais. curiosité, ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, il y a le fait de travailler, enfin d'aimer travailler en collaboration et d'être ce liant qu'il va y avoir entre toutes les parties prenantes dans l'organisation. Donc il faut avoir un bon sens de la communication, mais au-delà de la communication, il faut aussi être dans le faire, c'est-à-dire pas toujours pas être dans la théorie, c'est-à-dire qu'il faut allier pragmatisme et stratégie. Stratégie parce qu'à un moment donné, quand il y a un besoin achat et qu'il faut arriver à un contrat à la fin, c'est pas juste voilà, c'est pas juste un miracle qui s'est passé entre les deux. Il y a des étapes. Il faut être capable faut avoir une appétence pour les plannings, faut avoir une appétence pour les budgets, voilà. Et puis derrière, je dirais qu'au-delà de ça, on s'arrête pas juste à la négociation ou à la contractualisation. Derrière, c'est aussi le management de la relation fournisseur. Donc, ça veut dire quand même que ce sont des personnes qui vont avoir envie de toucher à beaucoup de choses. Donc Voilà. vraiment des personnes curieuses, effectivement, enfin, c'est pas les personnes qui sont curieuses, c'est la curiosité, effectivement, qui est un des facteurs majeurs, effectivement, entre autres, de ces profils-là. Voilà, D'accord, et puis ok. il faut s'intéresser enfin, je pense qu'il faut s'intéresser à l'innovation, il faut pas avoir peur de la transformation, et il faut être persévérant parce que parfois, quand on amène une solution aussi, il faut y retourner plusieurs fois avant qu'elle soit acceptée, etc. Donc, il y a, euh, il y a ce côté, voilà, un peu combatif, on va dire. C'est du vécu, Séverine, là. On sent bien que il a fallu pousser quelques collines pour finalement arriver à la vallée, quoi. Voilà. Bah oui, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt. Tout à fait. Oui, Si je tout est partage, hein. facile, c'est moyennement drôle. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Il faut qu'il y ait un peu oui, d'obstacles, de force de conviction. En fait, il y a aussi ça, c'est la force de conviction, euh, et puis c'est voilà l'enthousiasme et l'envie d'y aller, quoi. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Après, les capacités, enfin les compétences techniques, entre guillemets, soit on les a acquis par une formation, soit on les a acquis au fil de son expérience. Mais après, c'est aussi son savoir-être. Et dans le rôle Alors, d'acheteur projet, le savoir-être, il est quand même très important. Je dirais que de manière générale, il est important, mais voilà. C'est-à-dire qu'on considère qu'effectivement tous les acquis classiques, je dirais, du processus achat et de la méthodologie ou des principes achats sont déjà parfaitement ancrés et que c'est le savoir-être, effectivement, ou les soft skills qui prennent la main. Alors, on a une question de Corentin, là, qui est en parallèle, effectivement, de ce que l'on dit, là. D'ailleurs, j'invite tout le monde à poser des questions, n'hésitez pas, hein. Enfin voilà, ce sera avec plaisir qu'on va vous y répondre. Donc, je la lis, hein, Séverine, hein. Corentin dit: Bonsoir, on m'a dit que le point le plus complexe de la fonction achat est qu'elle est parfois perçue comme un centre de coût. Bon, euh, un centre ouais. de saving, on va dire, voilà. De ce fait, Hum. elle doit justifier, je vais vous laisser surtout commenter après parce que je pense que c'est intéressant cette question. De ce fait, elle doit justifier son rôle, sa présence, ses bénéfices, sa valeur ajoutée. Quelle est votre expérience par rapport à cette situation? L'avez-vous déjà vécu? Si oui, comment y avez-vous fait face? Et je vous remercie. Voilà, je vous laisse la question, Séverine. Alors sur la question de la performance, au-delà même de savoir si elle coûte de l'argent, on coûte forcément de l'argent parce qu'on est tous payés à la fin du mois, enfin j'espère. Donc ça, Si, de toute si. manière, on coûtera toujours de l'argent, mais comme beaucoup de fonctions support, donc c'est toujours la question au-delà même des achats, c'est toutes les fonctions support. Alors nous, on a un levier quand même important par rapport à d'autres, c'est qu'on est capable de présenter des économies, etc. Je pense que l'une des choses importantes que j'ai été amenée à mettre en place, c'est toute
les reporting, les KPI, ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Et alors, c'est pas forcément très rigolo tout le temps, mais ça fait force de preuve, quoi. Donc, ça, alors, il y a toujours un débat entre la police et les manifestants, c'est-à-dire entre la finance et les achats sur on retrouve pas les économies au bon endroit, tatati tatala. Bon, ça, c'est un débat assez récurrent dans les entreprises, mais on finit par trouver un mode de fonctionnement où on retrouve chacun ses petits. Mais vraiment, je pense que l'important, c'est de collecter les informations au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un projet ou à chaque fois qu'on fait un achat, on doit dire d'où on était parti, où on est arrivé. Et on gagne pas à tous les coups, hein. Faut quand même pas rêver. Enfin, on n'est pas juste dans le monde des bisounours. Donc, c'est pas parce qu'il y a des achats dans une entreprise que à chaque fois on fait des économies entre guillemets. Puis il faut se méfier des fausses économies. Mais on est là aussi pour être transparent. C'est-à-dire qu'à un moment, soit on doit être en capacité de donner des explications. Si on a réussi à faire des économies ou un meilleur TCO, etc., on doit être capable de le montrer. Voilà, basiquement, hein, je sais pas, il y avait un budget, et voilà, d'où on est parti, où on est arrivé, on a fait une négociation, parce que la négociation, c'est pas juste tout le temps 3%, ça peut être plus. On a fait une négociation, on est arrivé à quelque chose. Et tout ça, je dirais qu'il faut il faut le suivre au jour le jour, parce que si c'est à la fin de l'année où il faut remonter tous les projets qu'on a fait dans l'année pour se dire, ah, bah, combien j'ai économisé, enfin, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai apporté, etc., quelle est la solution, nanana. Bah là, c'est beaucoup trop de travail, c'est rébarbatif, etc. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de mettre en place ce suivi au fil de l'eau, parce que quand on le fait un petit peu toutes les semaines, c'est facile. Quand il faut faire du rétropédalage sur 52 semaines, c'est un peu plus pénible. Une sorte de Voilà, après, monitoring, une sorte de voilà. monitoring en fait, hein, voilà. Je Mhm. pense que c'est important, et puis c'est important aussi que les directions achats montrent de manière régulière, que ça soit au comité de direction, que ça soit en fonction des organisations, dans les différentes instances, qu'elles montrent ce qu'elles font et qu'on comprenne aussi ce qu'elles font. Pour vous donner un exemple, quand j'étais à la Compagnie des Alpes, on avait un comité mensuel achat avec tout le comité de direction, et on présentait les projets en cours, on présentait les gains, s'il y avait des gains, enfin bon, peu importe, mais on présentait aussi la stratégie achat, c'est-à-dire c'est pas juste le résultat, mais pourquoi on avait choisi telle stratégie achat, qu'est-ce que cela impliquait aussi pour tout le monde, et, euh, et donc ça permet aussi d'évangéliser sur le métier. Donc ça, c'est important. D'accord, très bien. Je vous ai perdu. Cette réponse, J'ai alors j'ai plus peur l'image. parce que ah voilà, ma connexion, voilà, voilà, c'est bon, ma connexion a été rétablie a priori. Vous me revoyez là maintenant? Je pense que Non, ça a été rétabli. non, Hein. j'ai un Super. écran noir. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir un écran noir, mais Ah, on a perdu notre animateur. Ça y est. possible. Voilà. Est-ce que je suis revenu? Voilà, Super. Voilà, parfait. merci. Vous, on vous a pas perdu. On vous a pas perdu, donc c'est très bien. Voilà. Et comme j'ai rien d'intéressant pendant ce temps-là, c'est parfait. Voilà. Dites-moi, Séverine, alors, on va aller, parce que depuis tout à l'heure, vous m'avez, je dirais, appâté, là, intéressé quand vous disiez que vous mettiez, alors on va sortir un tout petit peu du sujet, mais pas loin, quand disiez que vous mettiez en place des directions achats. Alors Ouais. moi, je serais intéressé, parce que bien entendu, j'ai jamais fait ça, évidemment, mais comment vous faites? Vous partez de quoi, d'une feuille blanche? Comment vous faites pour établir, voilà, une fonction, c'est-à-dire une organisation, etc., etc. Comment vous avez fait? Faites-nous part de votre expérience, parce que c'est quand même plus que passionnant. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand on met en place une fonction achat dans une entreprise,
C'est pas forcément toujours hyper bien vu par tout le monde, hein. Ça, c'est déjà la première chose. Donc, il faut y aller un petit peu, je dirais, doucement, à pas de chat. Enfin, il faut rencontrer, je dirais, les opérationnels, il faut rencontrer les fonctions support, il faut rencontrer en fait tous ceux qui faisaient d'une façon ou d'une autre des achats. Alors, soit il y avait déjà des achats, mais pas forcément une direction des achats. Voilà. Rencontrer un peu tout le monde pour comprendre déjà le contexte de l'entreprise, pour comprendre aussi les appréhensions que peuvent avoir les directions opérationnelles sur la mise en place d'une fonction achat. Si on n'a pas ce dialogue et cette écoute, c'est un peu les fameux 100 jours, là. C'est vraiment l'idée de se dire, on rencontre tout le monde, on comprend le contexte de l'entreprise, on comprend les attentes, voilà, et ce qu'on nous a dit avant d'arriver pour créer cette fonction achat, et puis ce qu'on découvre après, hein, ça c'est le grand jeu. Mais surtout, je pense que voilà, c'est comme l'acheteur projet, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut créer le canal de communication avec les différentes parties prenantes pour que justement on trouve l'endroit où on va pouvoir commencer par apporter de la valeur ajoutée. Et il faut commencer par des petits sujets qui fâchent pas trop pour donner envie en fait. C'est voilà, c'est ces petits gains faciles qui marchent pas trop sur les plates-bandes de tout le monde et qui vont permettre d'asseoir la fonction achat. Puis après, je pense qu'il faut, en parallèle de ça, il faut aussi réfléchir à sa feuille de route. C'est-à-dire, c'est se dire par où je vais commencer et ce que je vais mettre en place et comment je vais le mettre en place et le partager. Puis là, avoir aussi le retour des clients internes, directions opérationnelles, financières, tout ce qu'on veut, de façon à ce que on soit quelque part un peu aligné sur le programme et que on parte pas tout droit devant et puis qu'on se retrouve attaqué par les Indiens sur la route. Donc ça c'est, je pense que ça c'est vraiment important et c'est ces espèces de quick wins sur comme suivant le terme consacré, c'est important de les faire parce que ça permet de montrer que la fonction achat c'est justement pas juste un coût, mais ça va apporter de la valeur ajoutée. Oui, pardon, je vous en prie. Non, et puis c'est de travailler après, c'est de commencer à travailler, de convaincre, enfin c'est de l'évangélisation, hein, pour le Ouais. coup. C'est le cas de le dire. Qui vous a posé le plus de problèmes dans l'établissement d'une direction achat et qui... Alors on est entre nous, hein, on n'est que tous les deux, on est bien d'accord. Bon, voilà, on va pas donner de nom, voilà. Et qui vous a facilité finalement le plus cette création-là dans les expériences que vous avez eues? Mais encore une fois, on est entre nous, hein. Alors enfin je pense que ça a été très divers en fonction des organisations. Ceux qui sont enfin qui sont un peu vent debout, de manière générale, ce sont souvent des opérationnels qui faisaient eux-mêmes les achats. Donc là, c'est gros coup de frein à main et s'il y a une petite peau de banane qui passe, c'est plutôt sympa. Voilà. Après, une fois que on se redonne chacun les rôles et les responsabilités et qu'on est d'accord sur les rôles et les responsabilités, ça va mieux. Mais il n'y a pas eu de. Enfin, moi, j'ai pas de souvenir. Alors, paraît que c'est l'avantage de la mémoire humaine, c'est qu'elle garde que les bons souvenirs et elle efface les mauvais. Oui, il y a des moments où c'est un peu compliqué et on a un peu envie de tout jeter dehors et puis de se dire je m'en vais parce que ça arrive. Mais globalement, je pense que ça se met en place en fait à partir du moment où il y a une sorte de niveau de confiance qui s'établit
et qu'on trouve chacun notre place en fait. C'est des évolutions d'organisation, donc comme toute évolution d'organisation et toute transformation, bah, une fois que la terre a tremblé, il faut qu'on repositionne un peu les murs, les fondations, et puis après ça, voilà, ça roule. Puis après, oui, ça arrive, il y a des couacs, mais même dans des organisations hyper bien établies, il y a des couacs où on n'est pas toujours d'accord. On n'a pas toujours les mêmes objectifs. Mhm. Et Oui, je c'est comprends. souvent, enfin, c'est aussi ça qu'il faut avoir à l'esprit quand on travaille dans les achats, c'est-à-dire que les attentes que peut avoir une direction générale vis-à-vis d'une direction des achats euh, peuvent parfois être antinomiques avec ce qu'elle attend de l'opérationnel. Donc, on peut ne pas être complètement d'accord. Voilà, ça arrive, mais ça fait partie Ça, du jeu. voilà, ça me rappelle effectivement un cours d'entrepreneuriat que j'avais eu il y a longtemps, effectivement, où ce prof disait, mais en fait, ce sont les tensions qui sont mises entre les fonctions qui permettent d'aller de l'avant. Et je trouvais que c'était plutôt pas mal dans le sens où effectivement, il me disait, bon ben voilà, hein, vous n'avez pas les mêmes objectifs que la direction de projet, que la direction financière, que, etc., etc. Et au fond, c'est ce qui va être, je dirais, ferment de solutions qui va permettre à l'entreprise, dans sa globalité, en fait, d'avancer. Alors ça, c'est, on peut supporter ou pas, parce qu'effectivement, ça peut créer, je dirais, des frictions, mais c'est plutôt en général générateur et fécond. Voilà, voilà. Mais les frictions, elles font partie aussi de la vie de l'entreprise. Il ne faut pas que ça devienne la guerre tous les matins, mais ça fait partie du jeu. Ça me paraît pas. Euh, faut que ça se fasse dans une bonne ambiance, mais ne pas être d'accord et ça fait partie de la vie. À Tout partir à du fait. moment où on est capable de s'écouter mutuellement et de se dire les choses en face, il n'y a pas trop de sujet. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Là, vous êtes une grande philosophe, Séverine, donc, effectivement. C'est pas si pas forcément ma qualité première, hein. Voilà. J'ai eu 10 au bac de philo par l'opération du Saint-Esprit, donc non, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis une grande philosophe, loin de là. Bon, je plaisantais. Donc, on a une question, voilà, qui est, je vous la lis. Je voulais demander s'il y a des points communs entre les rôles d'un chef de projet et ceux d'un acheteur projet et comment garder une cohérence dans la communication en ce qui est des opérations d'achat et le déroulement du projet suivant un chronogramme ou un planning établi. Voilà, merci d'avance. Voilà, je vous Donc il y a pose la plein de question. questions dans une Il y a plein de question. questions, voilà, oui, tout à fait. Donc je vais essayer de répondre un peu à... Alors, les points communs entre le chef de projet et l'acheteur projet, c'est déjà la volonté d'aboutir. Ça, je pense que c'est le point commun de base. C'est une appétence pour le travail d'équipe. C'est la volonté de respecter le planning et le budget. Voilà. Donc ça c'est les points sur lesquels on va retrouver à la fois le chef de projet et l'acheteur projet, me semble-t-il. Après, la cohérence dans la communication entre les opérations d'achat et le déroulement du projet, euh, bah, enfin, je sais pas si je comprends bien la question, mais euh, on garde toujours, enfin, la communication sur le projet, elle est toujours, enfin, elle doit être, la communication sur le projet, elle est pilotée normalement par le chef de projet. Et après, la communication vis-à-vis des fournisseurs, elle est plutôt du domaine de l'acheteur. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous entendiez dans la question, donc je ne sais pas si je réponds correctement. Si, mais je pense que ça correspond effectivement au questionnement, oui, tout à fait. Mhm, absolument. Bon, très bien. On a une autre question de Zacharia, que je salue d'ailleurs, qui est en M1 chez nous. Voilà. Et c'est une question pour vous, Séverine, en plus, puisque, entre autres, par rapport à votre dernière expérience, puisqu'il dit, j'assimile l'acheteur projet au secteur industriel et me demande si ce métier est présent dans d'autres secteurs, notamment dans les achats publics. Ben alors, ça tombe à Yes. pic pour vous. Alors, oui, ça existe aussi dans le public. Parce que derrière le mot public, il y a énormément d'achats très différents. Typiquement, bah, quand vous construisez un lycée, par exemple, vous pouvez avoir un acheteur projet sur une construction de lycée. Voilà. Donc c'est à la fois du public
c'est pas de l'industrie, c'est de la construction. Et il y a pas mal d'enjeux, que ça soit en termes de planning, de fournisseurs, enfin, et d'innovation, accessoirement également, et de transition énergétique. Enfin, bon, il y a plein de choses. Donc, on peut avoir des bons acheteurs de projets sur ces sujets-là. On peut avoir aussi des acheteurs de projets sur tous les projets de digitalisation, pardon. Et Dieu sait si dans le secteur public, il y en a beaucoup. L'un des enjeux quand même du public et notamment des collectivités, c'est de digitaliser au maximum euh, le parcours le parcours utilisateur entre guillemets, en tout cas en ce qui concernait les franciliens, par exemple, c'est sur l'application, enfin sur l'application oui, mes démarches, c'est tout ce qui embarque les démarches que peuvent avoir les franciliens quand ils ont besoin d'une aide, etc. Et donc là-dessus, il peut y avoir des acheteurs projets. Je vous donne un autre exemple. À la région Île-de-France, on achetait tous les PC pour les lycéens. Donc, c'est 150 000 PC par an. C'est de la même référence, je précise. C'est ce qui fait la joie du sujet. Et au-delà même c'est pas juste l'achat d'un matériel, mais c'est l'achat d'un matériel configuré avec les pronotes et autres supports pédagogiques. Donc là, il y a, c'est typiquement un projet très important, en tout cas pour les régions, hein, puisqu'il y a plusieurs régions qui achètent des PC comme ça pour les lycéens. Et donc là-dessus, il y a un acheteur de projet, il y a des comités de pilotage, enfin il y a tout un suivi qui est mis en place et c'est un vrai projet à part entière. Voilà. Tout à Même fait. si c'est un achat récurrent, ça reste un projet parce que quand on lance pardon, l'accord cadre qui dure 4 ans sur cet achat-là, il faut pas se tromper. Alors, moi, j'ai un exemple aussi, hein. Moi, je travaillais dans le domaine de la défense, donc aéronautique, et donc dans le Rafale, effectivement, et on avait un acheteur étatique public qui était l'acheteur projet du Rafale version 4, hein, enfin, peu importe la version, et qui était qui avait un poste véritablement intéressant, hein, il travaillait avec tous les industriels, effectivement, pour mettre en place cet avion-là, enfin, dans cette version-là. Mmh. Et ça fait effectivement. Alors, je vais faire un petit peu de pub pour le domaine public, hein. Ne croyez pas que, en fait, il n'y a que dans le domaine privé qu'effectivement il y a des postes je dirais, d'envergure et d'ampleur par rapport aux achats. Peut-être pas bien au contraire, mais en tout cas, il y en a des véritablement intéressants dans le domaine public et j'ai pu le voir effectivement Et dans le monde de la défense. Voilà. ouais, pour aller dans votre sens, Jean, dans le public, la fonction achat, elle est en devenir. Elle n'est pas complètement mature, donc il y a vraiment un champ énorme, un champ des possibles énorme, parce que c'est une fonction qui était très juridique, entre guillemets, enfin très marché public, Mhm. et qui est vraiment en train d'acquérir sa maturité avec justement des formations d'acheteurs publics, mais vraiment sur la partie achat, que ça soit sur le sourcing, sur le pilotage de la relation fournisseur, sur les négociations, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans le public. Et quand on dit le public, c'est pas juste les collectivités, mais c'est aussi toutes les entreprises publiques. Et des entreprises publiques, il y en a beaucoup, il y en a dans beaucoup de domaines. C'est aussi tout le domaine de la santé. Donc il y a quand même, voilà, entre la PHP, les HCL, etc. Il y a quand même il y a de quoi faire. Les centrales d'achat aussi. Pour le coup, s'il y a des centrales d'achat publiques qui fonctionnent en mode projet également, parce que chaque fois qu'elles ont un nouvel accord cadre à faire sur du matériel et autres, donc matériel qui vont être donnés à plusieurs acheteurs publics, bah pour le coup, c'est un véritable projet. C'est pas juste je lance mon achat comme ça. Voilà. Tout à fait. Donc il y a cette notion de coordination aussi dans l'acheteur de projet, hein. Absolument.
Bien, on arrive quasiment au terme de notre créneau. Je vous ai bombardé de questions. Veuillez vous m'en excuser. Du coup, je vais vous donner C'est de l'objectif. l'oxygène. Oui, je vais vous donner de l'oxygène. Et justement, il y a certainement plein de questions que j'ai oublié de poser ou des choses qui sont importantes que je n'ai pas relevées. Qu'est-ce que vous pourriez dire dans les quelques minutes qui nous restent là, effectivement, ce qui vous semble non relevé par moi et fondamental dans cette notion d'acheteur-projet, d'enjeu, de rôle, etc., etc. Est-ce qu'on a oublié des choses ou pas Non, enfin, je pense pas enfin, là, comme ça, je vois pas vraiment des choses qu'on ait oubliées. L'acheteur projet, euh, en fonction des organisations, c'est vraiment un poste clé dans les achats. Donc, euh, faut pas hésiter à postuler sur ce type de poste parce qu'il y a vraiment un intérêt à aller vers ces fonctions. Ça peut d'ailleurs permettre une évolution vers d'autres fonctions plus tard, enfin, etc. Et c'est à l'heure où on parle beaucoup de fonctionnement en mode projet, etc., c'est un bon pied à l'étrier pour voir ce que c'est de faire du management transversal. Et, et ça, donc, c'est important parce que management transversal, ça veut dire pas de rôle hiérarchique et entre guillemets pas de bâton. Donc, c'est une bonne expérience en termes en termes de job et derrière, ça peut ouvrir vers d'autres fonctions, y compris de management achat direct, puisqu'il y aura cette expérience de management transversal. Tout à fait. Le fait de ne pas avoir de bâton, effectivement, permet de se frotter, je dirais, à du management par influence. Et en fait, c'est, à mon sens, très important dans des organisations complexes et sur des projets complexes, hein, effectivement, où là, eh bien, on va pas pouvoir dire non, non, mais voilà, ça va pas bien se passer, Paul ou Jacques, etc. Il faut effectivement être en mesure d'avoir une vraie plus-value pour, je dirais, faire avancer les dossiers. Et donc, du coup, quasiment s'arrêter là parce que Marie-Yvonne pose une question. Est-ce que ce métier d'acheteur est beaucoup recherché? Donc, bon, Oui, je pense que oui, hein, voilà, hein, et aussi bien dans un milieu franco-français qu'à l'international. à l'international, tout à fait. Bien, ben écoutez, je crois qu'on a fait un bon tour, hein, voilà, bien concentré et bien pertinent sur le rôle et les enjeux de l'acheteur projet. Un dernier mot, Séverine, si vous aviez quelque chose à nous dire, et puis après, ben on va se Bah séparer jusqu'à déjà, la. merci pour cette invitation. Je vous en prie, J'espère que j'aurai convaincu un certain nombre des participants de l'intérêt de ce job d'acheteur projet. Et puis, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur l'adresse mail, sur mon adresse mail, pas de problème. Voilà, tout à ce fait. sera avec plaisir que j'y répondrai. Voilà. Merci beaucoup, Séverine, vraiment. Et puis, Et à écoutez, je vous vous. souhaite une bonne soirée et puis surtout à bientôt. Hein, on se À quitte pas comme ça, bientôt. hein. Voilà, merci, au revoir. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.